Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Bon, c'est parti. Bienvenue sur cet épisode un peu spécial de Tipping Point. Un peu spécial à plusieurs égards. On est avec une personne un peu particulière, chère à notre cœur, qu'on a rencontrée grâce à Hervé. Donc c'est l'occasion aussi de remercier Hervé. Hervé Tillier. Hervé Tillier, épisode numéro, je sais plus, vous irez regarder, vous irez naviguer dans tous les épisodes. Épisode aussi un peu spécial parce qu'on voulait profiter de remercier toutes les personnes, toutes celles et ceux qui écoutent ce podcast, celles et ceux qui nous envoient des petits messages de soutien, qui nous envoient du feedback, qui nous envoient parfois des invités, celles qui prennent le temps d'écouter. Ça va bientôt faire 3 ans. Ça va bientôt faire 3 ans, au mois d'avril-mai. Je pense qu'on aura environ 70 épisodes à ce moment-là. Donc, c'est un side project. Je pense qu'on peut le rappeler aussi. C'était un projet que nous, on a initié au sortir du Covid. Puisque le Covid a été, je pense, un moment important, a été pour nous un point de bascule, aussi avec l'arrivée de notre deuxième fille. Donc déjà c'était surtout pour l'occasion de remercier toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui passent un peu de temps avec nous régulièrement en voiture, en footing, qui écoutent en morceaux, qui réécoutent parfois et ça nous procure beaucoup de joie d'avoir vos feedbacks. Voilà, ça c'est déjà la première chose qu'on voulait poser. La raison pour laquelle on a créé le podcast aussi, Lucie ? Oui, je pense que pour ceux qui connaissent les épisodes, nos invités, depuis le départ, c'était de pouvoir contribuer dans le tipping point collectif qu'on vit, donc le point de bascule civilisationnel, faire notre part en mettant en lumière des personnes qui nous inspirent, des personnes qui œuvrent au quotidien et qui prouvent très concrètement qu'on peut envisager l'entreprise sous un jour différent, qu'on peut prendre soin de ses collaborateurs, qu'on peut avoir une pensée et pour le monde, pour la société dans laquelle on vit, qui soit enthousiasmante et qui inscrive les choses dans un cadre, on va dire, serein, paisible, durable. Je pense que si vous nous écoutez régulièrement, vous savez aussi que l'écologie ou le prendre soin de tous les vivants est quelque chose qui est arrivé assez tôt en fait dans ce podcast et qui prend beaucoup de place également. Et donc l'intention de cet épisode-là, c'est d'aller en fait un cran plus loin puisqu'on porte un autre projet qui s'appelle le 6B, dont on avait vraiment le souhait de pouvoir vous partager. C'est marrant parce que on le fait jusqu'à présent, on n'a pas parlé de nos projets, ou en tout cas pas beaucoup sur ce podcast-là. Et c'est assez émouvant, je trouve, de pouvoir le faire aujourd'hui, et d'être accompagné. On fait durer le suspense parce qu'on n'a même pas encore donné ton nom avec nous et Henri-Pierre Marsal, qui a un rôle très très important pour ce projet-là. Mais on y vient juste après. Peut-être que avant de te présenter, alors on dit tout le temps HP, t'es d'accord qu'on garde le surnom avant de vous présenter HP et parce qu'on a vraiment aussi le souhait de pouvoir vous raconter comment est-ce qu'on peut envisager
et grâce à qui on envisage le projet qu'on porte. Peut-être décrire en quelques mots ce projet-là, Romain ? Alors oui, ce projet, en fait, il s'inscrit dans cette période de transition, cette période de bascule que nous sommes en train de vivre. Ce projet s'appelle le 6B. Et avec le 6B, nous avons à cœur de participer à cette bascule et de réinventer la façon de donner soin aux femmes, aux hommes et aux organisations. Alors, ce lieu, il va avoir 2 grandes thématiques. La première qui est un lieu d'accueil et d'espace, de travail partagé, qui va accueillir des entreprises, des associations, des individus, des entrepreneurs, des groupes qui décident ou qui ont à cœur de se mettre au vert en ville. Alors quand on dit se mettre au vert en ville, c'est quoi ? Et c'est aussi ce dont on va parler avec notre invité aujourd'hui. C'est l'histoire d'une rénovation écologique, d'un aménagement respectueux de notre environnement, de l'alliance de matériaux naturels et d'une vue magnifique sur la place Bellecour, qui nous invite à profiter d'un espace de travail accueillant et soutenant. Le deuxième pilier du prendre soin, c'est celui de la santé. La santé physique, la santé psychique, la santé énergétique. C'est réunir un certain nombre d'experts, de praticiens, qui vont travailler ensemble et accompagner les individus à relever des défis personnels et professionnels. Et donc ce lieu, en fait, c'est la rencontre de plusieurs mondes qui ne se parlent pas ou qui ne se parlent peu. Ce sont des praticiens, des professionnels, des coachs, des entreprises qui tous décident d'œuvrer au service de cette profonde transition que nous sommes en train de vivre. Mais je n'en dis pas plus. Je vais te laisser la parole, Henri-Pierre. HP, pour les intimes, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je vais faire une présentation rapide de ce que je fais, de qui je suis. En fait, et puis je recontextualiserai un peu Bien sûr. notre rencontre. Comment ça se fait qu'on soit tous les trois ensemble dans ce vaste chantier qui est toujours une aventure passionnante, surprenante, un peu flippante parfois, ce qui est normal. Les travaux, c'est toujours compliqué à porter. Et surtout qu'on a un regard très organique sur le chantier. C'est un chantier qui est atypique et surtout qui se veut exemplaire. Mon boulot, moi j'ai une formation d'architecte d'intérieur, je suis designer, j'ai fait l'École nationale des beaux-arts il y a bien longtemps, après un passage à la fac d'histoire de l'art. Et puis les rencontres m'ont fait devenir ce que je suis, comme nous tous je pense, c'est-à-dire qu'on croise des personnes qui le savent pas parfois. Ça peut être des personnes qu'on croise vraiment. Et parfois, c'est simplement des lectures ou des rencontres, on va dire, épistolaires ou à distance. Et là, en fait, assez tôt, moi, aux Beaux-Arts, j'ai basculé dans un monde qui n'était pas celui de la programmation architecturale et du design de production, de boutiques, de sites qui seraient uniquement pensés efficacité, merchandising, design, production, consommation, mais plutôt sens des matériaux, pourquoi on construit, qu'est-ce qu'on construit, pour qui on construit, comment on construit. Et tous ces process-là m'ont fait me mettre à côté de ce métier pour avoir, on va dire, à la fois un regard extérieur, c'est-à-dire autocritique, et à la fois un regard de chercheur. Parce qu'en fait, ça peut être passionnant. Si on va à la recherche de matériaux, si on va à la recherche de la vérité, de la lumière qui tombe dans un beau volume, c'est des choses qui demandent plus, d'expérience, de test, que de passage devant un logiciel d'informatique très performant pour sortir des visions, des exemples virtuels, des projections. C'est très important, ça fait gagner beaucoup de temps, mais le sens n'est pas là. Le sens, c'est la réalité du concret, c'est-à-dire c'est le rapport qu'a le corps en se déplaçant dans un lieu, donc ce qu'on appelle la phénoménologie, et ce que en ricochet on reçoit en tant que visiteur ou en tant qu'œil. Et en fait, ces questions-là, si on les prend pas à bras le corps, sans forcément les maîtriser, c'est compliqué. Moi, je suis un apprenant, j'ai 52 ans, je suis un apprenant. Et
on ne se challenge pas, on reproduit. Mais moi, je ne suis pas un reproducteur de programmes. Je ne fais pas mes projets sur catalogue en achetant des choses pour les faire livrer sur mes chantiers. Les choses sont dessinées, elles passent en atelier, elles sont prototypées, elles sont présentées aux clients, elles sont sous-pesées, elles sont senties, elles sont aimées, elles sont désirées, et puis elles existent. Et puis après, elles se répondent, il y a un dialogue dans le lieu. Et alors, on s'est rencontrés, je vais faire juste une petite parenthèse sur notre rencontre. En fait, on s'est rencontrés dans un lieu qui est un lieu un peu marquant de la ville de Saint-Étienne, qui est l'hôtel Gouillon-Subie. L'hôtel Gouillon-Subie ou Maison Attier, c'est l'ancien restaurant de Pierre Gagnère, mais c'est aussi un très bel hôtel particulier des années 30. Et mon collègue, qui travaille aussi dans le groupe Créqui, donc moi, mon activité, c'est d'avoir une filiale qui travaille dans ce groupe de rénovation de bâtiments anciens pour y créer du logement conventionné, pour y créer des espaces de coworking, pour y créer des espaces de soins, des cliniques. En fait, on a une activité vraiment transversale. Donc, on réfléchit sur le fait urbain, sur l'usage des bâtiments. Pour nous, c'est l'usage qui prime en premier. Et l'usage, en fait, derrière le mot usage, c'est l'humain. C'est-à-dire les habitus, c'est bien sûr les fonctions, les flux, mais en même temps, je pense qu'on a tous basculé grâce ou à cause du Covid. Et en fait, pour beaucoup d'entre nous, ça a été des déclencheurs. Des choix de vie ont vraiment été... ça a cranté quelque chose dans nos vies. Hein. Moi, je sais que les projets que je lance et que je traverse désormais sont plus du tout les mêmes qu'avant. Même si on était déjà sur des rails un peu ou des chemins de traverse. Mais là, ça nous a vraiment donné un cap. Et donc, notre rencontre, pour revenir grâce à Hervé, et je pense aussi Olivier Frérot, qui est quand même à la croisée des chemins. Parce que c'est grâce à Olivier qu'on avait rencontré Hervé. Voilà. C'est bien dans cet ordre-là, oui. Ah mais je vais même te dire, c'est grâce à Christophe Fargier qu'on a rencontré Olivier Frérot, qu'on a rencontré Hervé, qu'on a rencontré HP. Et donc, vous voyez, c'est des chemins de petits poussets. On est tous des petits cailloux respectifs sur des chemins. Et je pense que la rencontre qu'on a faite à Saint-Étienne nous a permis de nous reconnaître. Je dis toujours ça, en fait, quand on visite un site et qu'on s'y projette, c'est qu'on s'y reconnaît, qu'on connaît ou qu'on renaît, qu'on connaît à nouveau quelque chose, qui nous parle à nous intérieurement. Et donc, en fait, on s'est rencontrés et on était déjà presque dans une espèce d'intimité, de perception du bâtiment. Parce que peut-être que tu peux dire, c'est toi qui a fait qui a conduit la rénovation et qui nous a subjugués avec Romain. On s'y sent bien dans cet espace. Il y a quelque chose de très différent, de très authentique. Oui, en fait, j'ai avec mon collègue Clément Meunier, qui travaille aussi dans nos équipes aux travaux. Donc moi, je m'occupe de l'aménagement, du design, un peu de direction artistique. Et la grosse partie aussi, test nouveaux matériaux, upcycling de matériaux anciens. Parce qu'il faut savoir que le milieu du bâtiment est un milieu qui est extrêmement polluant, extrêmement producteur de carbone, hein, parce qu'en fait, une tonne de béton, c'est une tonne de CO2. C'est là où on pleure. Un pavillon de 120 tonnes, c'est déjà 120 tonnes de CO2. Donc imaginez, si on rajoute la piscine, bon voilà, en fait, on a des bilans carbone. Et dans ton processus de production, tu as toute la flotte que tu utilises, etc. Donc en fait, mon job, c'est... avec Hervé Tillet, président du groupe Créqui, c'est de réfléchir à se dire, on descend du cheval, on regarde le paysage, on prend du recul. Est-ce que c'est utile ? Comment on peut faire pour transformer la direction, essayer d'améliorer et le résultat, et la dépense carbone, et le confort, et le sens. Comment mettre du désir dans le travail ? Comment mettre du plaisir dans le travail. Et donc, toutes ces démarches-là ont conduit à un résultat à Maison Attier, qui est un bâtiment qui est inscrit au registre des monuments historiques. Donc, il y avait des contraintes. Et Clément et moi, on s'est dit, bon, c'est le moment, on va se prouver qu'on peut le faire. On va restaurer ce bâtiment qui est une
très belle dame des années 30, mais délaissée, qui avait des fuites. Comment investir ce 1 million d'euros le plus vertueusement possible et permettre de transmettre ce bâtiment, de le restaurer, mais avec un soin particulier. C'est-à-dire que les matériaux ont tous été biosourcés, si possible géosourcés, c'est-à-dire récupérés dans un périmètre d'1 centaine de kilomètres, ce qui est assez difficile. On s'est passé des grandes majors de production, donc je ne donnerai pas les noms, mais un fleuron français qui a été fondé par Colbert et qui fabrique du verre et qui est un leader mondial. Mais on s'est passé des produits de ce géant pour essayer de recentrer le site de production et le site de réalisation sur place. C'est-à-dire qu'on a travaillé presque comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on a été à la scierie, je peux même donner le nom du sieur Montmartin, qui est dans Saint-Étienne. Hein. On est à un quart d'heure. Et lui reçoit ou de Haute-Loire, donc à 50 minutes, ou de Saône-et-Loire, de 1 heure, les billes de bois qui ont été débitées, dont on a fait du parquet. Imaginez, on a fait du parquet sur le chantier et on l'a posé. C'est des choses qu'on ne faisait plus, qu'on faisait au 18e ou au 19e encore. Mais en fait, on a voulu basculer la vapeur et se prouver à nous qu'on arriverait avec des matériaux neutres en carbone, mais de qualité, de la chaux, du chanvre projeté, des enduits terre, du mobilier acheté d'occasion, des peintures le plus écologiques possible. En fait, de créer un écosystème qui serait le plus neutre possible et dans les contraintes du marché. Et donc, en fait, le résultat de la maison à Thiers, ce n'est, esthétique, on va dire, ce n'est que la conséquence de nos choix stratégiques. Donc, en fait, quand on dit que je suis décorateur, je suis un metteur en scène d'espace de travail ou de vie, mais en fait, je suis aussi quelqu'un qui veut désormais que par principe, chaque euro investi ne soit pas une pollution. C'est difficile. Hein. C'est difficile parce qu'en fait, on est soumis au quotidien par des injonctions, par un coup de fatigue. Bon, on va prendre tel produit, ça marche très bien, c'est facile, on va pouvoir l'appliquer rapidement, ça sèche vite, le client sera content. En fait, non. La disponibilité du produit est immédiate. Il faut à chaque fois se challenger, se dire non. On a dit non, donc on continue. Et en fait, après, une fois qu'on est sur ce chemin-là, en fait, il y a moins d'écueils. Hein, parce qu'en fait, les matériaux qu'on sélectionne, si c'est du bois brut, si c'est de l'acier, si c'est du verre, si c'est des planches, des banches à béton qu'on utilise en plancher, en fait, on a une écriture architecturale qui apparaît d'elle-même, en fait, qui, en creux, existe. Et puis après, le maître mot, c'est retirer et ne pas ajouter. C'est la méthode Giacometti en sculpture, c'est-à-dire qu'on retire de la matière pour faire sens et on n'en rajoute pas. C'est-à-dire qu'on ne cache rien. Donc on fait des écorchés architecturaux, on retire les peaux successives inutiles, on retire les vernis, on décape. Et là, on trouve l'âme du bâtiment. Et l'âme du bâtiment parle. Et je pense que c'est pour ça que vous étiez séduit, c'est que ça vous a déplacé. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans un bâtiment et il vous a surpris parce qu'en fait, il y a la partie qui est très impressionnante avec l'atrium en double hauteur. Mais après, tous les espaces qu'on a créés, que ce soit nos bureaux, que ce soit les bureaux partagés, cette coopérative de travail qu'on a créée, avec des cloisons qui sont compostables. En fait, je veux que nos bâtiments soient biodégradables et compostables. Et ça, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas le choix. On est conduit par nos décisions. Une maison compostable, imaginez, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que tout ce qu'on a amené, on peut le sortir et au bout de quelques années, dans le jardin, ça fera du compost. Mais c'est possible. Ouais. Tu vois, tu disais tout à l'heure, je pense qu'on s'est reconnus au moment de cette visite, parce que c'est là où on a connecté. Moi, ce qui m'avait touché, vraiment, c'est l'extrême sincérité du projet et des personnes qui portaient le projet et qui portent encore ce projet.
Et moi, c'est ce qui me saute au visage de façon systématique quand je viens dans le groupe Créqui. C'est la sincérité et l'engagement qu'ont les personnes à faire ce que tu viens de décrire. Et je crois que c'est ça aussi qui a fait que on s'est pas posé une demi-seconde de savoir avec qui on avait envie de construire ce projet-là. Et d'ailleurs, dans la séquence, on avait enregistré notre épisode avec Hervé et il nous a dit maintenant, vous allez venir voir. Parce que ce que je vous ai dit, en fait, c'est peut-être de la belle poésie et vous allez venir voir et vous allez venir visiter la maison Attier. Et il nous a dit, vous passez quand vous voulez. On était partis visiter, presque sans prévenir ou en prévenant le matin en disant on est dans la voiture, on arrive. Et on a pris une claque. On a pris une claque tant par la beauté du bâtiment, par la générosité des personnes qui sont à l'intérieur, parce que je pense qu'il est aussi important que tu puisses nous parler des résidents, en tout cas des personnes qui partagent la vie de ce joli bâtiment. Comment est-ce que vous les sélectionnez ? Comment est-ce que vous avez procédé pour les intégrer ? Tu nous as effectivement parlé de la direction artistique, la rénovation, etc. Mais il y a aussi maintenant la vie du bâtiment. Et moi, j'avais été extrêmement touché par cette sincérité que tous les acteurs ont. Et quand on est ressorti avec Lucie, tu pourras dire si tu partages ou pas, mais je crois qu'on s'est vraiment dit, mais ce monde-là, c'est le monde dans lequel on a envie de vivre, en fait. Dans lequel on a envie de travailler, dans lequel on a envie de voir grandir nos gamins. Et donc, mettons-nous en quête d'un lieu dans lequel on pourra créer cet écrin qui portera ce nouveau projet. Oui, et en fait, c'est marrant parce que le projet, il était né quelques semaines plus tôt pour nous dans nos têtes. Ce projet de pouvoir trouver un lieu et le rénover qui accueillerait le care vraiment à la fois pour les individus et pour les entreprises, avec cette grande question de mais ça donne quoi si on met l'entreprise et l'individu pour le faire dans le B2C, B2B au même endroit et des mondes qui habituellement ne se parlent jamais parce que le monde du soin thérapeutique et le monde de l'entreprise, il est jamais au même endroit dans la même localisation. Et on avait vraiment cette grande question. Et on était juste à l'endroit du rêve. Et je crois que de voir Maison Attier, ça a commencé à se dire, on s'est dit, ah bah, c'est possible, en fait. Parce que le projet, c'était pas juste de mettre les gens au même endroit. C'était d'avoir l'écrin qui permettent de rendre ça possible dans quelque chose de sincère, d'authentique et d'écologique. Et le 6B, on l'a trouvé. Donc ça, je crois que c'était octobre 2022 quand on s'est rencontrés. Et le 6B, le lieu, là, on l'a trouvé, on l'a visité pour la première fois en décembre. Et c'est pas anodin parce que je me souviens très bien du déjeuner où on s'est parlé. Et je crois que je t'ai raconté un petit peu le projet et le fait que toi, t'y crois, que tu commences à, je sais pas, à élaborer dessus. Je pense que ça commençait à sortir, tu vois, c'était plus juste entre Romain et moi, bah ça devenait, toi, je sais pas, tu étais enthousiaste, donc ça le faisait descendre encore un peu plus jusqu'à trouver ce lieu et quand on l'a trouvé, donc 6B, c'est parce que c'est Place Bellecour dans le centre de Lyon. Et en fait, en plus, juste à côté de vos bureaux, enfin, c'est vraiment marrant. C'était un espèce de bordel parce que c'est l'ancien cabinet d'une grande avocate lyonnaise. Il y avait encore tout dedans, tous les bureaux, tous les dossiers. C'était dans l'état des travaux qu'elle avait fait faire dans les années 70 et elle avait rien touché. Enfin, vraiment, c'était quand même très, très... fallait avoir beaucoup d'imagination et se projeter. Et je me demande... Et les bureaux étaient inoccupés depuis 2 ans. Les bureaux inoccupés depuis 2 ans. Enfin, c'était vraiment dans un état assez déplorable. Et bon, Hervé nous a aidés en validant le potentiel, mais moi, je suis hyper curieuse aussi de savoir ce qui t'a, toi, donné envie, parce que... et Hervé, pour la mention, il nous a aidés à sa façon, à valider le potentiel. Il a dit, si vous ne le faites pas, c'est moi qui le ferai. Oui, c'est vrai. mais et tu vois, qu'est-ce qui, toi, t'as aussi... séduit, qu'est-ce que tu as su voir peut-être que nous on n'a pas vu à ce moment-là parce qu'on était loin de nous imaginer
tout ce qu'on a découvert après en enlevant les couches, comme tu le disais, à la Giacometti? Alors, en fait, je crois que je vous y ai vu. C'est que, comment dire, quand tu pousses la porte d'un endroit comme ça, vous l'aviez vu, moi je suis allé avec l'agent immobilier, je crois Hervé, faire un tour. On n'était pas ensemble, hein, ça s'était fait en décalé, vous aviez passé l'info. Ouais. Et c'est vrai que c'était tout frais, on s'était vu quelques semaines avant, on en avait parlé, et là il y avait comme une espèce d'embryon, comme une espèce d'alignement de planètes. Mais c'est quand même incroyable. On se voit, si on se penche sur la place, on se voit de fenêtre à fenêtre. On va pouvoir se saluer. C'est pour le coup un des projets les moins lointains des bureaux, parce que c'est à 2 minutes à pied. Alors, il faut toujours imaginer, il faut se rappeler la première sensation quand on ouvre la porte, quand on pousse la porte. D'abord, il y a une odeur de moquette et de poussière. Une moquette turquoise fanée, un lieu extrêmement chargé. L'air était presque épais. Un passé peut-être un peu tendu dans ce lieu, moi j'ai trouvé, parce qu'il était empreint de... Il y avait les bureaux, on va dire, de direction d'un côté, et puis les espaces où les clercs, je pense, des avocats tous les deux. Donc, il y avait des beaux bureaux place Bellecour, et le reste, c'était vraiment, c'était dur, hein, des vieux frigos rouillés, des bureaux obsolètes, post-soviétiques. Des pèse-lettres en francs encore. Des dossiers encore de clients qui traînaient à droite à gauche, des miroirs partout pour donner un semblant de lumière à cet endroit qui était très sombre, des placards en verre fumé. Un faux plafond extrêmement bas. Voilà, donc en fait, c'était tous les codes du bureau des années 70, je pense, hein. Donc on aurait pu presque, dans le bureau de la patronne, on va dire, on aurait pu tourner un film de Funès, hein. C'était incroyable, ce bureau bolidiste, 70s italien, ou peut-être, moi, il m'a fait penser au bureau de Messmaker dans Gaston Lagaffe. Si vous connaissez, tu vois, avec ces espèces de... Donc c'est... Et puis j'ai pris une grande respiration. Et j'ai vu la qualité des volumes. On a quand même un espace de 300 mètres carrés qui donne sur la place Bellecour et sur Cours, qui est assez profond. Un appartement de représentation qui devait... l'immeuble est 18e siècle et l'arrière est plutôt 17e ou 16e siècle, comme souvent. C'est-à-dire que la place Bellecour a été repensée, requalifiée et embellie. Donc les immeubles sur rue ont été un peu rehaussés par rapport à l'arrière. Ce qui fait qu'on a une petite rupture de niveau sur ce grand plateau de 300 mètres carrés. Et on a des fenêtres à meneaux à l'arrière qu'on n'a pas sur la place, qui sont plutôt des grandes fenêtres, Louis XIV, Louis XV. Voilà. Et j'ai bien sûr senti que sous ces moquettes et derrière ces boiseries, il y allait avoir des choses intéressantes. La preuve, on trouve 2 très jolis décors sculptés qu'on appelle hymen, c'est-à-dire des décors avec des colombes dorées à la feuille sur des paniers fleuris et qui étaient souvent conçus pour les couples qui s'installaient. Et donc, il y a dû y avoir une famille aristocrate qui s'est installée ici sur cet étage noble, hein, et qui a dû y vivre comme ça sous le siècle de Louis le Grand, de belles années. Donc, il y avait des choses à mettre en valeur. Il y avait de très beaux plafonds derrière les faux plafonds. Et donc, notre premier travail, ça a été de neutraliser cet espace, de retirer tout ce passé, toutes ces vicissitudes et toutes ces salissures. Parce qu'en fait, c'était pas... Ça aurait pu être du très beau 70s, ça aurait pu être... Mais non, c'était pas ça. C'était un peu d'économie sur les employés, un peu de représentation côté direction, et en fait, beaucoup de vieilles crasses lyonnaises, comme on peut le voir dans la grande bourgeoisie ou dans l'aristocratie, un peu désargentée sur la fin. Et donc, il y a eu un gros ménage de fait, il y a eu beaucoup de nettoyage et de retrait de matériaux. Et là, j'ai vraiment commencé à sentir l'écrin de ce qui allait devenir le 6B. Donc ce nom est venu comme ça, progressivement, s'est installé. Mais après, je pense que
c'est la qualité des échanges et la franchise des échanges qu'on a eus ensemble. Et puis surtout, ce qui est très rare, je dois le signaler, votre très grande confiance vis-à-vis de ce qu'on peut vous apporter. Souvent, les projets sont extrêmement bornés, hein. C'est-à-dire que chaque plan est contresigné. Et en fait, on a travaillé plutôt à la confiance et ça nous permet, je pense, une liberté de test, puisque c'est un chantier prototype, qui nous permet d'avancer sereinement. Encore tout à l'heure, quand on va poser les micros, on va aller faire la visite de chantier et je vais vous présenter le produit des tests qu'on a fait tout à l'heure. Et la franchise m'oblige à vous dire que je ne sais pas à quoi ça ressemblera fini. Bien sûr que j'ai une idée assez fidèle de ce à quoi ça pourrait ressembler. Mais en fait, je le fais pour vous, c'est pas pour moi. Donc en fait, ce lieu, ce sera vous et ça vous surprendra que ce soit vous. Alors c'est marrant parce que je n'ai pas souvenir qu'on ait signé quoi que ce soit. Ça, c'est le premier truc. Je crois pas qu'on ait signé un truc. Pour ce que tu dis, tu vois, le fait de travailler la confiance, et on en reparlait avec des copains qui sont venus visiter le lieu il y a une quinzaine de jours et qui nous ont dit mais là il va y avoir quoi, et là c'est comment, et et on leur a dit mais en fait on n'en sait rien parce que en fait on a donné carte blanche à HP, et en fait on sait qu'il a profondément compris le projet et que il nous en fait découvrir un peu chaque jour, et on trouve ça absolument génial, là où certains nous disent waouh, mais en fait vous avez plus la maîtrise du truc. Et en fait j'ai même envie de te dire, je pense qu'on n'a jamais eu la maîtrise du truc. C'est vraiment un projet qui a été construit tous ensemble, co-construit. Hein. Mais tu vois, je pense que ça fait vraiment partie du projet et de la démarche qui est la nôtre, c'est-à-dire que vraiment la source du projet et de ce lieu, c'est un écrin où on puisse se ressourcer, se sentir comme si on était dans la nature, et de ressentir ça alors qu'on est en plein cœur. On ne peut pas être plus au cœur de la ville que ça. Pour les organisations et pour les personnes qui cherchent un endroit pour travailler, se concentrer, s'inspirer, se ressourcer ou se transformer à titre individuel ou se soigner. Et donc, je vois pas comment les gens pourraient venir travailler paisiblement ou se soigner si ça a été l'enfer pendant les travaux, et que le lieu, ils ressentent la crispation, l'énervement, le stress. Le stress. Tout ce qu'il emmagasine là, en fait, il va nous le restituer plus tard, ce lieu. Et les conventions sociales. Vous savez que le premier écueil, c'est quand on a des clients où on nous fait comprendre l'argent n'est pas un problème. J'ai eu des clients comme ça. L'argent n'est pas un problème. Et c'est les pires projets, parce qu'en fait, on va jusqu'au bout des conneries. On va jusqu'au bout des mauvais choix. Donc, au départ, on a transigé, parce qu'il y a quand même, ça a été balisé financièrement, parce qu'on est dans un projet concret, une réalité de chantier. Bien sûr. Et donc, les pièces de communication, pour parler, on va dire classiquement du métier, les plans, bien sûr qu'il y a des élévations, il y a des coupes, il y a des plans, il y a un schéma électrique, il y a toutes ces choses, mais en fait, je vais pas avoir le côté rasoir, dont on va pas aborder ces thèmes-là, parce que, en fait, nous, ensemble, on va parler qualité de lumière, qualité de volume, authenticité des matériaux, fonction. Donc, on est tombé d'accord, bien sûr, sur les flux, sur le fait de créer un espace où on pourra se restaurer, mais pas trop présent et pas trop visible. On a parlé de tas de choses qui sont bien plus poétiques et détaillées. Et ça, on peut le faire parce que tu as un passé de scénographe aussi. C'est-à-dire que dans le déplacement, en fait, tu as pris un soin tout particulier à imaginer les séquences de déplacement. Et là, il y a toute une mise en scène qui est faite. Oui. Quand on rentre, en fait, il se passe quelque chose. Oui. Je pense que c'est important que quand on pousse la porte d'un lieu, on soit tout de suite déplacé et que notre centre de gravité soit un petit peu ébranlé pour se dire « Ah, je suis ailleurs. Je suis dans un espace qui sera certes fonctionnel, mais qui ne sera pas programmé. » En fait, notre programme, il est organique et il est vivant. Et notre projet, il est vivant, c'est un bébé. C'est-à-dire que
on ne sait jamais à quoi il ressemble le bébé à la fin. Sinon, alors disons, bien sûr, il sera le plus complet possible et le plus efficace possible. Mais disons que cet enfant, qui met plus longtemps qu'un enfant à venir quand même, hein, mais il sera le produit de nos désirs et en même temps, il devra permettre de faire une pause dans sa vie, c'est-à-dire une grande respiration ou un silence en musique. C'est-à-dire, on se met sur pause, on pose ses chaussures, c'est-à-dire on se déplace et on vit une expérience qui ne sera pas celle du fonctionnalisme dans lequel on nous a imposé de vivre depuis les années 70-80. Donc, ce fonctionnalisme et cette programmation, elle peut être très bien sur des programmes très complexes, quand on construit une clinique, quand on travaille dans l'hôtellerie, parce qu'il y a beaucoup de flux, parce qu'il y a beaucoup de... Mais au travail, on doit pouvoir se permettre, surtout avec la qualité d'intervenants que vous réunissez autour de votre projet, on doit se permettre d'être dans un lieu qui sera à la fois méditatif, pratique, mais surtout qui soit un paysage à lui tout seul. C'est-à-dire que le choix des matériaux, les œuvres qui seront présentées et qui seront comme ça, qui se déplaceront dans l'espace. Vous pourrez organiser des expositions parce que, bien sûr, des CIMES seront prêtes pour pouvoir accrocher des œuvres ou projeter des vidéos. L'ambiance olfactive, toutes ces données-là doivent être très fortes et très perceptibles pour les gens qui sont de passage, mais en même temps pour les gens qui auront une activité récurrente dans les murs. Et donc toutes ces choses-là, c'est difficile de les mettre sur Sketch. Si tu veux, c'est difficile de faire passer une perce avec ces choses-là. Oui, voilà. Mais d'ailleurs, c'est trop génial quand on te voit dessiner, nous montrer les schémas. Je m'attendais pas à ce que tu nous montres le dessin, tu vois, fait au fusain. C'est extraordinaire. Ou te voir dessiner comme ça sur les murs. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, mais si en nous écoutant, vous avez envie de voir un peu là où on en est et à quoi ça ressemble, alors au milieu des travaux, mais vous pouvez regarder sur notre compte Instagram qui s'appelle le _, je crois, 6 Bellecour. Si vous avez envie d'avoir des visuels en même temps que vous entendez HP raconter et si vous avez l'histoire. envie de passer au 6 Bellecour, vous pouvez passer au 6 Place Bellecour. Ça, c'est aussi une de nos marques de fabrique. Nos chantiers sont ouverts. C'est toujours très intéressant d'avoir des visiteurs sur site. En plus, là, il n'y a plus de démolition. On est en seconde œuvre. On fait des tests chromatiques des enduits de terre et des textures. Donc, j'ai fait plein de dosages différents. On fait des recherches en ce moment pour que vous puissiez valider des gammes chromatiques dans lesquelles vous vous sentez bien. Et ça peut être assez intéressant de voir la genèse de ce chantier. Là, on est à la croisée des chemins puisque les premiers bureaux seront livrés fin juin. Donc ça donne déjà quand même une visite de chantier donne déjà un ressenti assez perceptible des volumes. Après les 15 derniers jours, vous verrez, il y aura une bascule qui sera assez surprenante. C'est toujours comme ça. C'est un peu comme la scénographie, c'est-à-dire que quand on met le plan feu en route, c'est-à-dire quand on met en lumière, vraiment, ce sera un endroit assez spécial et spécifique. C'est-à-dire que ce sera vous. Le 6B aura lui-même ses tipping points. C'est ça. Ouais, je voulais simplement qu'on revienne 2 petites secondes à la Maison Attier. Parce que je disais tout à l'heure, moi j'avais été aussi très touché de voir la qualité des personnes qui vivent et qui font vivre le site. Est-ce que tu peux nous en parler des entreprises, de comment vous les sélectionnez, de ce que vous créez en réseau et en résonance avec le lieu? Parce que je crois que c'est ça aussi qui nous a... c'est cette authenticité-là et cette sincérité-là dont je parlais tout à l'heure qui nous a aussi beaucoup touchés, qu'on s'est dit waouh, mais ça c'est aussi un appel pour nous à pouvoir faire la promotion de ce modèle-là.
Alors en fait, le monde est parfois un village. La première personne à s'être rapprochée de nous pour occuper tout le rez-de-chaussée de cet ancien hôtel particulier, c'est pas une grande maison, hein, elle fait 800 mètres carrés en comptant les sous-sols. Donc en fait, cette maison a été construite par un pharmacien qui a fait fortune et il y avait fait comme très souvent dans ce cas-là, une maison-usine. Le sous-sol était occupé par les employés qui faisaient les potions, il y avait une apothicairerie, un grand espace où on faisait sécher les plantes, et puis, on va dire, une chaîne de production, une bibliothèque, la pharmacie. Et à l'étage principal, le propriétaire, André Attier, son épouse, sa mère vivaient avec leur fils. Et ça a duré comme ça jusqu'à la guerre. La maison passe de main en main jusqu'à ce que Pierre Gagnère la reprenne pour y faire le restaurant. Hélas, à l'époque, la ville de Saint-Étienne ne pouvait pas héberger un 3 étoiles, un 3 macarons Michelin avec les contraintes d'une hôtellerie qui ne permettait pas à la clientèle internationale de dormir sur place. C'était compliqué. Du coup, départ de Pierre Gagnère en 96, passe de main en main, mais maison pas très bien restaurée. Et il se trouve qu'à mi-course des travaux, on a une Fanny qui se présente et qui s'appelle Fanny Gagnère et qui est la belle-fille de Pierre Gagnère et qui nous demande s'il est possible d'avoir des bureaux parce qu'elle dirige une grande association qui s'appelle le SIAO 42, qui est une association de relogement et qui vient en aide aux personnes en situation de migration ou de détresse sociale. Et en fait, on s'est dit, mais nous qui travaillons dans le logement conventionné et qui faisons office d'urbaniste, de créateur de lieux de vie et d'appartements pour les classes modestes ou moyennes, ça fit, ça correspond bien à notre centre de gravité, donc welcome. Et donc on a réalisé les premiers bureaux. On était charrette, d'ailleurs on a fini au mois d'août parce qu'ils intervenaient, je crois, ils emménageaient une semaine après. Donc on a eu des charrettes jusqu'à minuit, 1h du matin pour finir leur bureau. Et la semaine après, ils arrivaient avec leurs tréteaux, leurs plateaux, leurs tables, certaines des tables que j'avais dessinées aussi. Et puis ils se sont installés, ils ont campé et ont, de fil en aiguille, loué tout le rez-de-chaussée. Donc en fait, il y a 200 mètres carrés qui est dévolu au SIAO 42. Et donc ça nous a permis d'abord d'asseoir financièrement le projet, parce qu'il y a quand même aussi des histoires de retour, d'investissement. Donc là, c'était déjà intéressant, parce qu'on avait, on va dire, plus de la moitié des surfaces louées. Nous, on a gardé dans une aile nos bureaux, du bureau d'études, et puis une partie de mon activité. Et puis, il restait des espaces qui étaient les anciennes salles de restaurant qu'on a morcelées, avec ces fameuses cloisons en bois compostables, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont réversibles. Tout ce qu'on dessine peut être dévissé, retiré proprement dans le bâti. Et là, on a 5 bureaux qui sont occupés plutôt en bail précaire. Je crois qu'il y a un 369, donc je parle tout de suite concret, mais en fait, c'était important qu'on puisse nous définir un modus operandi. Et là, on a plutôt des personnes qui sont des assistants au développement de l'entreprise. Donc, c'est plutôt des sociétés de services et qui travaillent auprès de jeunes entreprises pour leur donner une assiette ou financière ou les aider à trouver des financements. Après, on a une équipe aussi, c'est fou comme Saint-Étienne, même si les entrepreneurs sont partis loin pour travailler, a une force affective pour les chefs d'entreprise. Et donc, dès qu'ils peuvent, ils remettent une antenne de leur activité. Et là, c'est le cas parce que on a le responsable d'une boîte parisienne qui fait de la programmation informatique, très, très, très complexe. Alors pour moi, c'est un peu de l'hébreu, mais en fait, les gars, ils créent des logiciels qui se développent eux-mêmes, des logiciels organiques. Et c'est passionnant, c'est des geeks, c'est vraiment des nerds, les gars. Et ils sont 4, et c'est une des antennes de cette boîte dont le siège, je crois que le patron, lui, travaille à Paris dans l'immense espace de coworking qu'a créé Xavier Niel,
C'est quoi? C'est Station F. Ouais, c'est Station F, F, c'est ouais. ça. Voilà. Donc lui est Station F et de temps en temps il descend à Saint-Thé. Et ces gars produisent ces logiciels. Et en fait, c'est un attelage un petit peu étonnant parce qu'il y a des gens qui travaillent sur le soin de l'entreprise, d'autres qui travaillent plutôt sur le soin à la personne et l'hébergement d'urgence. Nous qui travaillons au soin du bâtiment. Et puis après, il y a un espace dévolu aux expositions, aux conférences. On a créé bien sûr des lieux de convivialité puisqu'il y a sur les grandes terrasses un jardin suspendu qui devient très joli là, parce que la maison a été pensée avec 2 aériums de chaque côté. Et donc on a tout végétalisé. Et hier encore, quand tu m'as appelé, j'étais en train de replanter. Les mains dans la terre. Voilà, les mains dans la terre, ça faisait un bien fou. Parce qu'il se trouve que je suis quand même un col bleu, col blanc. C'est-à-dire que j'ai les mains sales et j'en suis très fier. C'est-à-dire que j'ai encore, peut-être plus trop là, mais encore un peu de terre sous les ongles de tout à l'heure. Je dois en avoir dans les ourlets de mon pantalon parce que je fais les choses avec les gars. C'est-à-dire, je montre, je présente et je mets la main à la pâte. Bien sûr, je lance le projet. Je ne peux pas accompagner un projet sur la durée. Parfois, si. J'ai dessiné ou j'ai fait des choses un peu plus concrètes à Nîmes, notamment pour le groupe. Et j'ai formé des jeunes à faire des trompe-l'œil, des fresques et des décors. Mais disons que ça, c'est très important d'avoir les mains dans les matériaux parce que ça me permet d'avoir la capacité critique. C'est-à-dire que je suis mon propre banc d'essai. Quand ça va pas, ça va pas. Ouais, et au-delà de ça, moi, ce que je trouve de très inspirant, c'est ta posture ou ton positionnement toujours dans une équivalence d'être avec toutes les personnes qui sont sur le chantier. Moi, j'ai jamais ressenti de hiérarchie ou tu vois de choses pesantes. Il y a jamais un mot plus haut qu'un autre, même quand vous n'êtes pas d'accord. Ça se dit les choses franchement, mais je trouve que c'est assez. Enfin, je sais pas. En tout cas, nous, quand on se balade sur le chantier au 6B. On a l'impression que les personnes, elles sont contentes d'être là, que chacun travaille tranquillement, avec un grand professionnalisme, mais peut-être que dans mes préjugés ou dans ma représentation des travaux, c'était pas comme ça dans ma tête et je suis vraiment surprise et inspirée par votre manière de faire ensemble et toi, ta capacité à être autant dans les idées, dans la pensée que les mains dans la terre. Mais je pense que c'est important, sinon je ne serais pas équilibré. Donc il y a besoin de cet équilibre-là entre le faire, porter, connaître le poids des choses, c'est important. Tu sais, quand je fais un dessin au rotring ou quand je fais faire un plan, j'ai pas cité Alban, mais c'est important qu'on le cite, Alban Dupont, qui lui s'occupe de toute la dimension technique du projet, c'est-à-dire qu'il apporte son vrai savoir-faire. Lui, c'est un ingé. Il est tout jeune, il a 25 ans. Même pas, je crois qu'il a 24 ans, Alban. Et donc lui nous accompagne dans l'aventure, on va dire pour le quotidien du projet, pour l'aspect faisabilité. Donc moi qui ai une expérience d'une trentaine, un peu plus d'années, je serais parfois un peu de bons conseils sur certaines choses et lui vraiment pertinent sur d'autres. Donc on se complète plutôt bien parce que comme ça nous permet d'avancer et puis de se partager la charge parce que c'est important, un chantier qui doit être livré dans ce délai avec les contraintes de la place Bellecour, d'une copropriété qui est compliquée, de matériaux qui ne sont pas forcément faciles à trouver. Donc je vous annonce que dans 15 jours, il y aura un camion de 28 tonnes, je crois, qui va livrer du bois pour vous. Donc en fait, c'est un camion grue. Et donc les grumes de bois qui sont au séchoir vont encore sécher une semaine et vont arriver. Donc il faut savoir qu'on va avoir des douglas énormes qui vont arriver, des gros plateaux, et qui seront débités pour faire les parquets des espaces de soins. Donc on a fait le planning hier et on a avancé là-dessus avec comme ça, la menuisière. Vous participez tous à notre réunion de chantier. et en fait, pour revenir sur la hiérarchie, en fait, c'est bien quand c'est plutôt horizontal sur un chantier. Bon, on sait quand même qu'il y a une direction à donner, mais par contre, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir être sur un pied d'égalité avec les gars et pouvoir prendre l'outil avec eux pour leur montrer quand ça correspond pas à ce qu'on souhaite et pas uniquement le nez sur un ordi, un laptop ouvert sur un coin de table pour dire non mais moi c'était comme ça et cette ref là je la veux. Non, on trouve des solutions. Notre boulot c'est de
d'apporter des résolutions techniques et qu'elles soient fidèles à la finalité de sens et d'esthétique qu'on souhaitait au départ. C'est-à-dire le sens prime, la fonction, le sens, et le résultat, c'est ce qu'on voit. Ouais. Et HP, moi je suis toujours interrogative et aussi assez admirative de où est-ce que tu trouves ou vous trouvez ces matériaux, parce qu'on sait combien en ce moment c'est compliqué quand même de s'approvisionner et le secteur de la construction du bâtiment, que ce soit les talents qui travaillent avec vous, mais aussi tous les matériaux. Donc en plus là, nous on a des exigences ensemble de matériaux biosourcés, de rénovation qui soient vraiment écologiques. Comment est-ce que toi tu t'en sors? Où est-ce que tu trouves les choses? Comment tu fais pour qu'on arrive justement à tenir les délais? Alors, paradoxalement, dans le champ de matériaux qu'on a retenu, il n'y a pas trop de pression parce que personne travaille avec ça. J'ai même du mal à trouver des menuisiers qui font confiance au bois pour poser des lames de parquet, certes qui feront 70 cm de large. Donc les gars tombent par terre, ils aiment leurs matériaux, mais ils font pas confiance au bois. Ils vont dire mais ça va tuiler ou ça va dosser. Donc vos lames, elles seront pas. Donc en fait, on a fait un prototype. Vous avez vu nos bureaux Maison Attier ont 2 ans désormais, et le parquet se bonifie et se patine, devient superbe parce que les veines dures sont saillantes et le fait qu'on marche dessus les ponce. Et ça peut faire penser au parquet vénérable des fermes, tu vois, qu'on trouve dans le Queyras ou tu vois, des matériaux qui sont inestimables. Et en 2 ans. Alors certes, c'est des sections de 30 mm, 3 cm d'épaisseur. C'est une quantité de bois considérable, mais c'est du bois local qui stocke le carbone et qui est moins cher qu'un parquet de chêne qu'on va acheter en grande distribution du bâtiment. Donc en fait, on est plutôt gagnant-gagnant. Après, moi, tu sais, vous l'avez déjà vu, j'ai des sources d'approvisionnement qui sont très vastes, puisque je vais upcycler beaucoup des matériaux. Donc, fille du mobilier design acheté en Italie pour vos bureaux, ce ne sera pas le cas. Ce sera des choses ou que je dessinerai ou que je retaperai. Donc, mon fournisseur, c'est la vente aux enchères du coin. C'est-à-dire, il y a dans un rayon d'une centaine de kilomètres, entre les salles des ventes de Mâcon, Lyon, il y en a 4 ou 5, Saint-Étienne, Chalon-sur-Saône, en fait, je vais me fournir en matériaux d'occasion, c'est-à-dire des tables, des chaises, des luminaires, donc qui ont été conçus, qui sont recyclés, qui vont avoir comme ça, pour certains, 100 ans, pour d'autres, 300 ans. Pourquoi pas? On va peut-être travailler avec quelques petits fauteuils Louis XV pour la salle d'attente. Pourquoi pas? Il faut imaginer comme ça, se projeter et répondre au bâtiment. Le 6B, cet immeuble date de Louis XIV. Pourquoi pas? On peut très bien faire un clin d'œil et ça, en fait, c'est un meuble qui aura 300 ans. Je ne vais pas aller chez le leader mondial du meuble suédois pour le même prix. Vous achetez 2 fauteuils de salle d'attente et qui seront jetables et qui auront créé une vraie pollution et qui auront été fabriqués en Europe centrale ou encore plus loin et transportés en porte-container. Non, il n'en est pas question. Donc en fait, là aussi, c'est une dimension holistique du chantier. Des sources d'approvisionnement, c'est beaucoup de temps quand même, parce que je passe des coups de fil, il faut séduire les scieurs, parce qu'au début, il n'était pas question qu'ils nous scient des grumes séparées, parce qu'ils ont un banc de sciage. Techniquement, ils refusent, tu vois, pour une petite commande comme ça. Mais je pense que par curiosité, et puis ils se sont dit, tiens, on va essayer. Et maintenant, on travaille depuis 2 ans avec eux. Ça se passe plutôt bien. Et ce sera la même chose. Je me fournis aussi pour vous chez Mineka. Mineka, c'est une association lyonnaise qui est spécialisée dans le recyclage de matériaux de construction. En fait, ça se développe beaucoup. Savoir qu'on est responsable, nous, dans le milieu du bâtiment, de à peu près 20-25% de la pollution, quoi. On produit énormément de carbone. Et eux se sont dit, l'État aussi derrière, qu'il fallait maintenant recycler. Et dans le couloir qui sépare l'espace de soins à l'espace de réception, il y aura
un pavement que j'ai acheté d'occasion à un prix extrêmement modique chez eux, mais qu'on va retravailler, réadoucir, reponcer et reposer chez vous. Et finalement, vous aurez un fragment, peut-être des pavés ou des dalles de pierre de la rue, je sais pas moi, de la rue de la Charité qui aura été déposée, cédé chez Mineka, racheté par nous, mais par contre valorisé par nos gars. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est que le travail soit recréé sur site. C'est-à-dire, on ne va pas sous-traiter, on ne va pas avoir des externalités négatives lointaines pour un chantier, alors que moi, je préfère que tout soit fabriqué ici, sur place. Donc, ou en atelier, en préparation, parce qu'on gagne du temps, des sous, ou sur site. Et là, on aura un élément qui sera recyclé à 100%. Et ça, c'est très important. Parce que si on ne le fait pas, nous, à titre d'exemple, mais en fait, on ne va pas... Comme on le dit souvent, c'est une boutade, mais elle est vraie, l'architecture la plus propre, c'est celle qu'on ne construit pas. Donc, il faut qu'on soit très humble dans notre démarche de producteur, de site, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse produire des espaces de vie qui soient les plus neutres possibles à l'avenir. Et si on ne le fait pas, si on ne montre pas l'exemple, et si les entrepreneurs qui viendront chez vous demain, après-demain, au 6 Bellecour, ne saisissent pas la beauté de ces matériaux et se disent mais on est con, pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Pourquoi on est obligé ? Pourquoi on est assigné à avoir quelque chose pour être, je ne sais pas moi, mieux ou plus branché ou... En fait, non. On peut très bien avoir un style, on peut très bien avoir une identité avec un choix sincère et intègre, quoi. Ce qu'on essaye de faire. Alors, c'est un petit peu plus long et c'est moins programmable. Je reconnais que quand tu es économe de la construction, c'est pas possible de bosser avec moi. Parce que... Combien ça coûte ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va coûter. Ouais, je sais très bien ce que ça coûtera à la fin, parce qu'il y aura le temps de travail, mais je préfère mettre du temps et de l'argent dans les humains plutôt que dans un machin qui a été fabriqué à l'autre bout du monde et qui revendique une espèce de statut social parvenu qui n'est pas l'objet de la commande. Est-ce que du coup, on pourrait dire que pour mettre... l'écologie dans la rénovation, ça demande beaucoup de confiance ? Ah oui, de votre part, oui. Et nous, beaucoup d'humilité et de tests. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Hein. On a fait des choses, justement. Maison Etier, c'était un prototype échelle 1. On a eu une chance absolue qu'Hervé nous donne carte blanche aussi. Pas carte bleue, carte blanche. C'est-à-dire qu'il y avait un budget. Oui, comme nous. Hein. Dans ce budget, oui, mais c'est super important, parce que sinon, c'est tricher. Ouais. Quand je vois des architectes qui disent « on a assumé dépenser telle somme par mètre carré parce que c'était un prototype ». Non, c'est un peu facile, ça, dépenser beaucoup de sous au mètre carré, finalement. Non, il faut dépenser ce qu'il faut, bien sûr, mais il faut être dans le concret et avoir, on va dire, une exigence, c'est-à-dire que tout euro mal investi étant une pollution, il faut diminuer la pollution. Voilà. Donc, il faut faire gaffe à nos achats. Mais je pense ne pas me tromper, quand on visitera le lieu, on se dira « Ah ouais, c'est vraiment différent. » Et j'espère qu'on pourra dire « Ça vous va vraiment bien. » Toutes ces convictions, tu les portes dans ton travail au quotidien. Est-ce que, comment ça se traduit aussi pour toi à titre plus personnel dans ta vie ? Est-ce que c'est des choses que tu arrives à relier ? Alors oui, d'autant plus que je mets la barre parfois un peu trop encore pour moi, parce que c'est les seuls trucs, en fait, le seul juge de notre travail, au-delà de la commande et du client, le juge le plus sévère, c'est moi. Et parfois, je me mets des notes salées, hein. Parce que je trouve que j'ai pas réussi, que j'ai foiré, que j'ai fait des trucs un peu faciles. Et pour chez soi, en fait, on a acheté avec mon ami un lieu qui est vaste, qui est une grande maison de campagne très cassée. Et là, ça va être le réceptacle de ce que j'essaye de faire dans mon quotidien professionnel. Alors, bien sûr, on a commencer à se mettre des objectifs élevés, c'est-à-dire plus d'eau vanne, toilettes sèches, c'est un gap hein, quand même. Hein, mais je me suis dit, il est
avec les sécheresses qu'on s'est payées. Alors, moi, c'est dans le Charolais. Donc, on va dire, c'est la Normandie de la Bourgogne. Et ben, on voit des grands arbres mourir. On a eu des sécheresses catastrophiques. Donc, l'Anthropocène et le changement climatique n'est pas une légende. On le voit au quotidien. On voit la solastalgie. Je la traverse de façon violente, physique. Et il n'est plus question de souiller l'eau. C'est fini. C'est fini. Alors, c'est chiant. Parce qu'en fait, il va falloir dessiner les toilettes sèches, il va falloir changer nos habitus. C'est pas confortable. Parce qu'en fait, on est des classes moyennes, françaises, donc installées dans des habitudes petites bourgeoises, il faut se le dire. Et donc, il faut franchir le Rubicon, se dire, non, désormais, ce ne sera plus les 100 litres de flotte par tête de pipe. Et donc, en fait, voilà, mon quotidien, ça va être ça. On a évoqué même ce sujet ensemble, toilettes sèches au 6B. Mais en fait, la ville ne le permet vraiment pas facilement. C'est très compliqué. Ça va venir. Il y a plein d'entreprises et plein de personnes éminentes et des jeunes, des startups qui travaillent dessus. C'est compliqué pour le retraitement parce qu'en fait, il faut récolter. C'est compliqué. À la campagne, ça se fait facilement. Donc en fait, bien sûr, isolation biosourcée, bien sûr, mais ça, on va dire que c'est la recette, c'est le quotidien de ce projet qui est vaste. Mais en fait, ça va être l'écrin, ça va devenir un centre de formation et on va dire, de rehab, de réadaptation à des usages plus neutres vis-à-vis de l'écosystème. On ne peut plus parler de nature. La Saône-et-Loire, c'est un jardin cultivé. Mais il y a quand même de grands arbres, il y a quand même de la place et il y a quand même un écrin pour essayer de réinventer une vie, comme le fait lors des sessions qu'organise à l'extérieur Olivier Frérot, comme le fait de temps en temps Hervé aussi, lui, dans sa maison à la campagne. Moi, ce sera pareil et je vais essayer de former les gens. C'est du moyen terme dans 2 ou 3 ans, parce que là, la maison est vraiment en gros chantier, c'est très long. Mais je vais essayer de créer un lieu où les gens pourront mettre à plat leur projet de vie et d'habitation. C'est-à-dire, on va essayer de déconstruire la maison pour la reconstruire mieux. Et c'est-à-dire accompagner les gens dans les grosses problématiques de chantier qui fait que parfois, on est comme dans une boule de flipper et on va surtout là où on ne veut pas aller, mais on n'a pas le choix. Les normes restrictives, les habitus, les intervenants qui peuvent être ou l'architecte, ou l'économe, ou l'artisan qui font que finalement, vous, commanditaire, vous retrouvez quelque chose qui ne vous ressemble pas du tout. Et ça, c'est le pire. C'est que normalement, vous devriez avoir quelque chose. On est comme un tailleur qui fait du sur-mesure pour vous. Et donc, il faut connaître les bons tissus, il faut connaître les bonnes techniques. Et donc ça va être un work in progress avec des participants extérieurs et puis avec aussi de la transmission de savoir-faire. Donc ça sera mon projet et c'est ce qui me permet peut-être on est quand même dans une période qui est très dure, qui est très difficile à traverser et heureusement qu'on a ces projets-là qui nous portent, vous, nous de notre côté, et qui donnent un sens et une voie à suivre, et surtout créer des écosystèmes et rencontrer d'autres humains qui sont dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'on va être tous co-créateurs d'archipels, de petits îlots qui vont être reliés par des passerelles qui feront sens. Donc vous plutôt sur le soin et sur, on va dire, l'impérieuse nécessité d'être bien au travail et que l'activité de travailler ensemble fasse sens. Et ça, c'est un chantier colossal parce que c'est pas une légende, les bullshit jobs, c'est pas une légende là. Surtout dans l'encadrement, il y a des gens à un niveau élevé qui se disent mais j'ai grillé la moitié de mon crédit de vie et je ne peux plus. Que dois-je faire ? Quel sens donner à ma vie ? Et toutes ces choses-là. Mon corps aussi, mon corps qui ne répond plus. Absolument. J'ai mal partout. Et ça, d'ailleurs, on le traverse tous. On a des coups de... Bon, là, c'est peut-être février aussi. Les coups de fatigue récurrents qui font qu'il faut se remettre en question et surtout qu'on se recentre, qu'on se réaligne. Et en fait, ces choses-là, je pense qu'on travaille ensemble et on s'entraide, en fait. C'est l'entraide au premier sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a des échanges, il y a des transactions, mais en même temps, on sait bien qu'on se co-construit les uns les autres. Et je pense que, je parle pour nous deux, mais on se sent aussi très, très chanceux
tu vois, d'être aussi bien entouré pour ce projet-là, que ce soit toutes les personnes, et je voulais mentionner là, les 4 thérapeutes qui travaillent, 5, 6, même plus que ça, parce que tous ceux qui vont s'installer au 6B très prochainement, mais tous ceux qui travaillent avec nous sur ce projet, parce que là, on dit Romain et moi, mais en fait, on est nombreux à co-construire avec vous, avec tous ces thérapeutes, avec toutes les personnes qui nous ont aussi beaucoup accompagnés pour écouter le lieu, pour penser le projet. Je pense qu'on est très très reconnaissant et parce que j'ai l'impression que c'est assez rare. J'entends tellement de personnes, et notamment pour ces rénovations-là, qui disent les professionnels ne veulent pas d'une peinture écologique, ne veulent pas de ci, ne veulent pas prendre de risques là-dessus, parce que tu le dis, le cadre légal, il est tellement complexe que ça demande un peu de conviction, un peu de faire les choses et de les assumer pleinement et de manière très sincère. Donc ouais, moi, en tout cas, à titre personnel, je me sens très reconnaissante auprès de toi, HP, d'Alban, d'Hervé, enfin de toute l'équipe. Mais pour rebondir, c'est rare d'avoir aussi des gens qui sont impliqués, comme Pierre, comme Rebecca. Tu vois, c'est oui, pour les nommer, hein, les thérapeutes, ouais. Pierre. Qui s'installera au 6B en tant qu'ostéopathe, Rebecca en tant que psychologue, Lucas en tant qu'énergéticien, maître Reiki, Laetitia, nutritionniste. Mais je pense aussi à Aude, qui est psychologue, à Martina, voilà. Vous les découvrirez si vous venez nous rencontrer au 6B, et c'est aussi pour ça que on avait envie de témoigner de ce projet, de la rénovation, de cette histoire sur Tipping Point, et sur dans un épisode particulier pour nous, parce que je crois que les personnes aussi, enfin vous qui nous écoutez, on a si vous nous écoutez, c'est que je crois qu'on partage des valeurs qui sont communes, et maintenant vous nous connaissez bien au travers aussi de nos invités, et on n'a pas encore fait la démarche d'ouvrir aux entrepreneurs qui vont pouvoir venir s'installer au 6B, et on avait très envie, Romain, je te passe le micro là, mais aussi de pouvoir se dire si d'une manière ou d'une autre, puisque en fait là on est en mars, et le 6B ouvrira ses portes aux entreprises et aux entrepreneurs en septembre, donc c'est dans pas si longtemps, ça va très très vite. Et on avait envie de se dire si ces premières entrepreneurs peuvent venir quelque part par Tipping Point, par vous qui écoutez. Il y a une continuité dans les valeurs, dans l'envie, dans les intentions, dans la vision qui est commune, et ça c'est voilà, si on a un souhait, je le dépose là, parce que c'est important pour nous. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'est un peu ce que tu décrivais tout à l'heure sur la Maison Atier, et ses premiers résidents, ses premiers coworkers, ses premiers amis du lieu. Je crois qu'on a, nous, vraiment à cœur de partager ça avec les amis de Tipping Point et les amis des amis de Tipping Point, parce qu'on se ressemble, très certainement. Et parce que là où on ne se ressemble pas, en fait, c'est aussi là où on a envie de progresser, et donc faire ça avec vous tous. Donc n'hésitez pas à nous contacter directement sur nos emails, par téléphone. Tout est en clair sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. On pourra redonner ça aussi dans les notes de l'épisode, mais on prendra beaucoup de plaisir à vous présenter le lieu, que vous soyez intéressé pour vous installer, ou tout simplement curieux pour voir ce que la concrétisation, ou un bout de la concrétisation de ce dont tu nous as parlé, HP, que vous soyez une petite entreprise en création,
ou une entreprise déjà installée. Ce qui nous a aussi beaucoup touché dans le lieu là où on est en ce moment, puisqu'on enregistre dans les bureaux du groupe Criki, qui sont situés donc au 37 de la place Bellecour. C'est cette communauté chez les personnes qui vivent, et c'est cette capacité à faire ensemble. Et il y a beaucoup de partage, et c'est pas du partage de ressources, c'est un partage qui est à un autre niveau, qui est de dire comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, s'apporter mutuellement dans un système qui s'appelle l'entre-donne. C'est ce que nous a enseigné Olivier Frérot. Comment est-ce que cet équilibre du donner-recevoir-rendre en fait se crée, et on a la certitude que cela passe par la qualité du recrutement des personnes. Donc c'est pour nous avoir des personnes qui ont cet amour du vivant, cet amour des projets, une capacité à travailler ensemble. Donc c'est des activités qui seront non concurrentes. Et on attachera aussi beaucoup d'importance à ce qu'il n'y ait pas de concurrence, pour qu'il y ait un partage et une grande transparence. Le projet tel qu'il est posé sur la première année, c'est un projet, comme tu disais Lucie, que l'on porte encore, mais dont la gouvernance sera à faire évoluer et à construire avec les personnes qui vivront sur le site, mais aussi avec des personnes qui seront à l'extérieur du site, parce que si on se posait la question de est-ce que c'est un lieu ou est-ce que c'est un tiers-lieu, la seule chose qui nous distingue, qui ne nous autorise finalement pas à utiliser le mot tiers-lieu, c'est le fait qu'on ait un lien avec le territoire, et que ça a été pensé avec le territoire, mais on l'utilise bien volontiers en disant que c'est un tiers-lieu d'innovation entrepreneuriale, d'innovation de soins, tiers-lieu peut-être même d'innovation tout court. Donc voilà, c'est un appel qu'on lance à toute notre communauté. Alors je dis notre communauté, mais c'est pas notre communauté, mais en tout cas à tous les amis de Tipping Point et les amis des amis de Tipping Point, pour faire de ce projet peut-être un premier projet, peut-être un exemple, parce que si on dessine encore un peu plus le rêve, peut-être que ce lieu-là aurait une place dans d'autres villes, dans d'autres endroits, et de dupliquer le modèle, et de presque en open source, de l'offrir à d'autres qui auraient envie de s'en inspirer pour pouvoir continuer l'histoire et le projet avec nous. Parce que là, HP, on s'était dit, il y aura une vingtaine à peu près, c'est ça, de personnes, d'entrepreneurs ou de personnes. En tout cas, de personnes dans l'espace qui peuvent venir travailler. Oui. Alors, les espaces, les coopératives de travail, comme je les appelle, c'est très mobile et très fluide. En fait, on est des nomades. On est des travailleurs nomades, et donc il y a des présences qui sont assez disparates. Parfois, il y a une espèce de quorum, tout le monde est là, tout le monde est là. Puis parfois, c'est un peu calme parce que les gens sont en rendez-vous à l'extérieur. Mais en surface dévolue, oui, il peut y avoir entre 20 et 25 personnes qui peuvent travailler facilement dans le très beau grand bureau en fer à cheval, plus le bureau intermédiaire qui fait, on va dire, la transition entre les espaces de soins, oui, facilement. Et puis après, il y a les bureaux privatifs autour. Donc, ça fait beaucoup d'options possibles. Et si vous en êtes d'accord, on peut tout à fait, nous, en tout cas, on sera OK pour mettre en sécurité le chantier quand vous le souhaiterez, pour qu'il soit ouvert à des visites informelles prochainement et régulièrement. On peut très bien se dire qu'une fois par mois, il y a une journée, jusqu'à la fin du chantier, ou tous les 2 mois,
si on veut, pour que les gens passent une tête et un accompagnement un petit peu plus technique. Parce que faire des visites, c'est tout à fait possible. Quand on est là, ou Alban ou moi, ça permet d'avoir aussi peut-être des réponses plus pragmatiques ou plus... Et là, ce serait sympa que ce chantier soit ouvert auprès des personnes qui souhaiteraient, si leur planning leur permet de passer sur Lyon ou de faire un détour, de venir voir. Tête, ouais. Oui, c'est pour ça, comme tu le disais, Romain, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de venir voir ou de discuter ou de rencontrer les équipes, de te rencontrer, toi, HP aussi. On avait même évoqué une expo. Il est tout à fait possible de convoquer, d'invoquer un thème et de proposer à une plasticienne ou un plasticien de présenter comme ça des œuvres et puis de faire un casse-croûte autour de ce travail, de commencer des échanges pour charger de bonnes ondes négatives et pas trop positives, parce que le problème, c'est les ions positifs qui nous fatiguent en ville. Donc il faut du négatif, il faut faire rentrer la forêt. Ouais. Et donc ça sera important que les gens puissent le sentir. Est-ce qu'il y a une dernière chose, HP, que toi, tu as envie de transmettre, d'évoquer ici ? Je pense qu'il faut se donner un petit peu plus de temps. J'ai aperçu une info il y a très peu de temps qui disait qu'en moyenne, on passait 27 ans devant un écran. Je suis tombé de ma chaise. 27 ans. Donc je crois qu'il est urgent de mettre en mode avion nos téléphones, de plier nos laptops, même s'ils sont super pratiques parce que c'est des fenêtres sur le monde, mais en fait, ils nous bouffent notre temps de cerveau disponible. Ces objets-là. Bon, je crois qu'on est nombreux à pu avoir la télé, donc on la subit pas trop. Mais par contre, d'autres écrans ont pris la main. 27 ans, le tiers de la vie, c'est pas possible. En fait, ça veut dire qu'au travail, on travaille trop sur des écrans, alors. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas assez le visage des gens en face de nous. C'est très grave. Donc, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on mette les mains dans la terre, c'est qu'on jardine, c'est qu'on prenne un peu plus de temps à regarder la beauté du monde, c'est-à-dire des enfants qui découvrent une coccinelle. C'est aussi important que d'avoir les infos en direct de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Parce qu'en fait, le souvenir, c'est ça. On a tous eu une grand-mère qui nous a appris la beauté du monde, ou un grand-père, ou une mère, et ces choses-là, la vie passe vite. Donc, ces 27 ans, c'est trop. C'est trop cher payé. Donc, si j'ai juste un truc à dire, cuisinez, aimez-vous, sortez en forêt, buvez des bons pinards, et faites du business avec des gens qui sont des vrais humains et pas des algorithmes et pas des... Voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est maintenant essayer de rencontrer des gens et puis aussi prendre le recul et le temps gagné. Il faut avoir l'humilité de se dire que le monde est très complexe et donc écouter des podcasts, bouquiner. Parce qu'en fait, plus on met le nez dans la complexité de ce qu'on traverse, plus on se rend compte qu'il nous manque des infos. Et donc, ce qu'il faut, c'est peut-être faire un pas de côté, voilà, et avoir un regard extérieur sur les choses, et puis redonner du temps à la lecture, aux promenades en famille, et puis être dans le concret des choses, c'est important. C'est-à-dire que le virtuel a un danger parce que c'est une espèce de miroir aux alouettes magique, extrêmement puissant, c'est des leviers puissants, mais dont l'aliment principal est notre temps et c'est notre seule richesse. Donc en fait, donnons notre temps aux choses importantes. Voilà. Tout est dit. Moi, je vais te remercier encore une fois, HP, pour ce que on traverse ensemble et tout ce qu'on expérimente ensemble depuis ces plusieurs mois. Remercier encore toutes les personnes qui co-construisent avec nous le projet. J'espère que vous l'avez un petit peu saisi, compris à travers nos mots et ceux d'HP. Voilà, encore une fois, si vous avez envie de travailler peut-être dans un endroit différent, dans un endroit qu'on souhaite ressourçant, n'hésitez pas à nous contacter.
Je redonne l'Instagram si vous avez envie de nous suivre ou juste de voir l'avancée des travaux. Donc c'est le 6 Bellecour. Et voilà, je suis super contente qu'on ait partagé un petit bout de notre vie ici. Et aussi remercier, si vous en êtes arrivé déjà jusque-là dans l'épisode, c'est chouette, parce que vous avez entendu, je crois, une super histoire avec un super conteur. Et merci de votre soutien, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore eu l'occasion de vraiment faire. À toutes celles et ceux qui écoutent, et comme je disais en introduction, qui nous font des feedbacks, des petits coucous, des présentations, des remarques sur ce que l'on fait, ce que l'on dit, et la façon dont on le fait. Ça nous fait vraiment progresser et on aime ça. On fait le vœu aussi avec Lucie, peut-être un jour de pouvoir se rencontrer tous. Ce serait chouette de pouvoir réunir toutes celles et ceux qui aiment ce podcast aussi, de pouvoir faire quelque chose ensemble. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et encore une fois, comme le disaient HP et Lucie, n'hésitez pas à glisser une tête. Et si vous avez envie de partager cet épisode, n'hésitez pas à le faire. Si vous pensez que ça peut intéresser des amis, n'hésitez pas, faites-le. Ça nous aidera aussi beaucoup. Voilà. HP, un grand merci pour le temps que tu nous as accordé, le temps que tu nous accordes et ce que tu fais. C'est vraiment très chouette. À très bientôt. On vous embrasse. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!